Avec cette présentation, je voudrais illustrer les spécificités de quelques procédés photographiques du XIXe siècle, leurs limites, les contraintes qu'ils imposaient aux photographes et leur conservation. Je décrirai ainsi plusieurs techniques photographiques populaires entre 1839 et 1900. Cette photographie d'Ansel Adams, réalisée dans les années 1930, n'appellera peut-être aucun commentaire particulier de votre part, si ce n'est de reconnaître que c'est une belle image. Pourtant, un photographe pratiquant une cinquantaine d'années auparavant, vers les années 1870, aurait vite noté un détail qui peut nous échapper aujourd'hui. La présence de nuages si bien dessinés et d'un paysage avec tous ses détails. En effet, au XIXe siècle, les plaques photographiques étaient sensibles surtout aux rayons UV. Donc les ciels apparaissaient très clairs, tandis que les couleurs vertes, rouges ou jaunes ne s'imprimaient que difficilement sur la plaque photographique et apparaissaient beaucoup plus sombres. Ainsi, il était quasi impossible d'avoir sur un même cliché et le ciel avec ses nuages et le paysage en détail. Soit le paysage apparaissait clairement avec ses modelés, mais le ciel alors était surexposé, ce qui se traduisait par une zone blanche uniforme, ou alors le photographe ajustait sa prise de vue pour obtenir le ciel nuageux, mais le temps d'exposition était alors trop court pour enregistrer les détails du paysage qui était alors sous-exposé. Il fallait donc composer, soit au moment de la prise de vue en maquillant, soit après la prise de vue par la retouche et les manipulations. Gustave Le Gray, un grand photographe du XIXe siècle, réalisait deux photographies. Une pour obtenir tous les détails des nuages et l'autre pour ceux du paysage. Au moment du tirage du positif, il utilisait ces deux négatifs pour produire une même photographie avec un rendu satisfaisant à la fois pour le ciel et pour le paysage. D'ailleurs, il est possible d'observer dans les photographies de Gustave Le Gray des paysages différents, mais avec un ciel ombragé identique. Et si la pratique de selfie, à côté d'une peinture dans un musée, est une activité ludique et simple aujourd'hui, ce n'était pas le cas en 1878. Que ce soit pour photographier le tableau ou un visage, il fallait une certaine expérience. Les traités de photographie de l'époque nous expliquent que la reproduction de tableaux, et surtout de tableaux anciens, est sans contredit celle qui offre les plus grandes difficultés. On ne peut même pas savoir, par l'inspection de la toile, si la reproduction en photographie sera bonne ou mauvaise, sans avoir fait au préalable un essai. Car telle couleur, qui à l'œil paraît très claire et brillante, peut être d'une nature peu photogénique et devenir noire, tandis qu'une autre dont l'aspect est beaucoup plus sombre se traduira au contraire dans une nuance très claire, donnant alors à la reproduction un aspect tout différent de celui du tableau. Quant au portrait, si le modèle a une barbe ou des cheveux blonds, il est recommandé d'intervenir en projetant à la surface une légère couche de poudre blanche. Pour les décorations jaunes, rouges ou vertes d'un habit militaire, on les blanchira avec de la craie pour les faire ressortir. Il fallait donc intervenir avant la prise de vue pour un maquillage ou sur la photographie obtenue en la retouchant. La retouche des clichés photographiques fut une activité et une spécialité à part entière des studios photographiques. C'est seulement au XXe siècle que l'on pourra disposer de couches photographiques uniformément sensibles à toutes les couleurs, ce qu'on appellera des émulsions ou des plaques panchromatiques. Connaître ces limitations techniques permet de mieux saisir les conditions d'obtention des photographies et les efforts déployés par les photographes pour atteindre leurs objectifs. Les photographes ont souvent prêté une attention extrême au rendu, à l'aspect de leur image, quitte à abandonner une technique ou un matériau au profit d'un autre, à condition qu'ils puissent mieux traduire, exprimer leurs intentions. Cette importance du contrôle de la qualité des matériaux
et de leur mise en œuvre est parfaitement illustrée par l'école pictorialiste avec des photographes comme Robert de Machy, Hollandais, Heinrich Kuhn, qui délaissent les produits manufacturés à l'époque, vendus dans le commerce, pour adopter des procédés qui offrent plus de liberté dans le choix des supports papier. On va même utiliser du papier Japon, et qui permettent d'incorporer toutes sortes de matières colorantes et d'intervenir sur le rendu de chaque détail de l'image. À côté de cela, on assiste à une uniformisation des procédés photographiques dont la fabrication passe progressivement des ateliers de photographes aux entreprises industrielles. En effet, à partir du début des années 1880, des entreprises vont commercialiser les supports photographiques, les plaques, les films et les papiers. Ils sont vendus prêts à l'emploi et cela va ouvrir un nouveau marché auprès du grand public. Tout le monde peut être photographe. Vous appuyez sur le bouton, nous nous chargeons du reste, you press the button, we do the rest. C'était la devise de la société Kodak. Regardez dans vos archives familiales. Le nombre de photographies produites par diverses générations est révélateur. Au 19e, c'est juste quelques portraits. Au 20e, plusieurs centaines de photographies, des événements importants, des mariages, des naissances, des communions. Et au 21e siècle, plusieurs milliers d'images de tous les instants de la vie. Et de fait, la photographie a été véhiculée comme un produit de consommation de masse et de diffusion dès la fin du 19e siècle. Non seulement avec les photographies familiales, mais grâce à la presse, la publicité, la publication de livres, de revues, etc. Car les procédés d'imprimerie industrielle progressant, on a réussi à incorporer de plus en plus aisément dans les journaux et les livres des images photographiques d'une excellente qualité, grâce à l'héliogravure, puis la rotogravure et l'offset. Donc la matérialité des œuvres originales reproduites ainsi disparaît. C'est la primauté du contenu visuel de l'image. On a peu à peu oublié la spécificité des images originales, les différences parfois subtiles d'un type de papier photographique à l'autre, le rendu, les aspects, la texture et l'importance que cela revêt pour certains artistes. Il y a à peu près la même distance entre un tableau et sa reproduction dans un ouvrage qu'un tirage photographique original et sa reproduction dans un livre. Ah, je ne dirais pas que c'est forcément moins bien, c'est autre chose. Ils ont chacun des objectifs différents, mais ils ne peuvent être confondus. Comment peut-on expliquer cet intérêt marqué aujourd'hui pour l'histoire matérielle des œuvres ? Il faut y voir le rôle d'institutions patrimoniales comme le MoMA, le Museum of Modern Art à New York, puis le Metropolitan Museum de New York, qui ouvrent des départements dévolus à la photographie. Et la France va suivre dans les années 1980 avec un département de photographie au musée d'Orsay et puis au centre Pompidou. Cette institutionnalisation de l'art photographique par les musées prolonge l'appropriation de ce médium par les artistes de l'ère moderne. Ainsi, après des décennies de tergiversation pour savoir si la photographie était un art ou pas, ce débat stérile a été éludé et l'image photographique est entrée dans les temples de l'art, dans les collections des musées. Et bien sûr, à côté de cela, il y a eu un essor du marché de l'art qui s'est mis en place avec des cotes importantes, de plusieurs millions de dollars parfois pour certains artistes et certaines œuvres. Dans ce nouveau contexte, la matérialité des œuvres, leur historicité, leur authenticité gagnaient en importance, que ce soit pour l'historien d'art, pour le conservateur, pour le commissaire-priseur, l'expert et bien sûr pour le restaurateur. L'œuvre photographique n'est plus simplement le véhicule d'une information visuelle. Cette œuvre est constituée de matière qui est aspect et matière qui est structure, pour reprendre la dualité chère à Cesare Brandi. Le mode opératoire des photographes, les procédés techniques qu'ils mettent en œuvre, les processus de formation des images, les matériaux, les sources d'approvisionnement, tout comme la façon d'organiser les laboratoires et les studios et de diriger les ateliers, sont maintenant des domaines de recherche en pleine effervescence en Europe et en Amérique du Nord.
Et cela implique une approche interdisciplinaire qui couvre les sciences humaines et sociales et les sciences de la matière. Elle s'appuie sur l'étude des sources anciennes, des archives, l'analyse et l'observation visuelle qui sont fondamentales, mais elle a recours également à l'analyse scientifique des œuvres avec des instruments sophistiqués comme le synchrotron. Car en fait, on sait relativement peu de choses sur beaucoup de procédés photographiques, tout juste si l'on comprend aujourd'hui le mécanisme de formation d'un daguerréotype. Deux domaines ont largement contribué à faire évoluer les connaissances sur la matérialité des œuvres photographiques. D'une part, la conservation et la restauration des biens culturels, et d'autre part, l'histoire des sciences et des techniques. Ma présentation s'appuie sur les travaux relevant de ces deux disciplines. Et tout d'abord, il convient de préciser le sens du mot photographie. Certes, cela pourra sembler trivial, mais aujourd'hui plus qu'hier, il est utile de bien définir notre champ d'étude. L'objet photographique n'est plus le même, il y a eu un glissement sémantique. Dans les années 1990, lorsqu'un collègue me demandait de lui envoyer des photos, je plaçais consciencieusement des tirages photographiques dans une enveloppe et lui envoyais par la poste. Avec la même question aujourd'hui, sans même réfléchir un instant, je ne vais plus envoyer des images par la poste, mais attacher des fichiers numériques à un courrier électronique. Cette évolution s'est produite subrepticement. On emploie le même terme photographie pour désigner des œuvres de nature différente. De l'épreuve sur papier, nous sommes passés au fichier numérique. D'un art dit autographique, comme la peinture, la gravure, la sculpture, où l'œuvre est incarnée dans la matière, nous sommes passés à un art dit allographique, comme la musique, la littérature, l'architecture, où l'œuvre repose sur un système de notation, de code. Je m'appuie ici sur la théorie introduite par Nelson Goodman dans son ouvrage « Langage de l'art, une approche de la théorie des symboles ». Cela a des conséquences sur la notion d'authenticité, car l'authenticité d'un tirage photographique et celle d'un fichier numérique ne peuvent être entendues de la même manière. La copie d'un tirage n'est en général pas authentique, alors que celle d'un fichier peut l'être, à condition que le fichier soit une copie fidèle. D'où l'intérêt de bien définir la signification des termes, et par photographie, dans le cadre de cette intervention, j'adopte la définition de la photographie au cours du 19e et du 20e siècle. Photographie, c'est-à-dire écrire graphie avec la lumière, photo, photon. Donc du point de vue de l'histoire technique, une photographie est une image durable, produite par l'action de la lumière, sur une surface sensible. Un fichier numérique ne sera donc pas ici considéré comme une photographie, et si vous réalisez une impression avec une imprimante à jet d'encre, celle-ci ne sera pas non plus une photographie, parce qu'elle n'est pas produite directement par l'action de la lumière, mais par une projection d'encre sur un support. Elle relève de dispositifs d'impression mécanique. La frontière n'est pas toujours aussi nette. Il y a des images qui sont aujourd'hui considérées comme des photographies et qui ne répondent pas à cette définition. Par exemple, les tirages couleurs dits dye transfer. Ils sont obtenus en transférant des colorants à partir d'une matrice de gélatine teintée et ils furent largement utilisés dans la publicité et dans le marché de l'art jusque dans les années 1990, entre 1940 et 1990. Des œuvres de grands photographes comme William Eggleston, Helen Levitt, Ernst Haas furent produites avec ce procédé dye transfer et sont considérées par les institutions patrimoniales comme des photographies. Et bien sûr, aujourd'hui, les collections photographiques intègrent des impressions à jet d'encre, qui ne sont pas des impressions photographiques à proprement parler, comme je vous l'ai signalé précédemment. La notion de durabilité est aussi discutable. On sait que rien n'est permanent. Il existe aussi des photographies qui s'effacent naturellement, comme les anthotypes. Ce sont des photographies produites sur une feuille d'arbre. La lumière décolore la chlorophylle. Il suffit donc de placer des objets ou une gravure sur une feuille et d'exposer le tout suffisamment longtemps au soleil pour voir une copie de l'image se former sur la feuille. Les parties exposées ont jauni sous l'action de la lumière solaire et c'est un procédé photographique qui est décrit dès 1842.
pourtant, l'image n'est pas durable. Exposée à la lumière, elle finira par s'effacer à la longue. Donc cette définition de la photographie, une image durable, formée par l'action de la lumière sur une surface sensible, connaît de nombreuses exceptions. Elle a été formulée dans un contexte particulier et est amenée à évoluer. Les philosophes, les sociologues, les historiens d'art, etc., chaque discipline introduit ou cherche à établir sa propre définition de la photographie. Dans cette présentation, par facilité, je m'en tiendrai à la définition historique de la photographie. Et ce qui peut paraître surprenant dans cette définition, c'est qu'elle exclut tout dispositif optique. On ne mentionne à aucun moment un appareil photographique. On a produit effectivement, depuis 200 ans, des photographies sans appareil, en plaçant des objets sur des surfaces sensibles. Ce fut d'ailleurs le cas des premiers spécimens photographiques, et il nous en reste aujourd'hui quelques exemplaires, comme les dessins photogéniques de Fox Talbot, réalisés dès 1837, ou les cyanotypes d'Anna Atkins en 1843. Et plus récemment, les rayogrammes de Man Ray ou ceux de Molinage. Ce qui peut paraître paradoxal est que même si l'appareil photographique n'est pas évoqué dans la définition d'une photographie, les historiens, au XIXe et une partie du XXe siècle, ont fixé l'invention de la photographie à partir du moment où l'homme a pu enregistrer l'image de la camera obscura, qui est l'ancêtre de l'appareil photographique. Nicéphore Niepce y est parvenu dès 1826, après bien des essais et un temps de pause de plusieurs heures. C'est ainsi qu'on lui a souvent attribué la paternité de cette invention, et cela a été l'origine de nombreuses controverses. Cette première, ou tout du moins plus ancienne photographie, réalisée dans une chambre noire, est une vue depuis sa fenêtre. Elle est faite sur une plaque d'étain et est intitulée « Point de vue du gras ». Elle fait partie aujourd'hui des collections du Harry Ransom Center à Austin, au Texas. La caméra obscura a joué un rôle essentiel dans le désir et le rêve d'une capture automatique de cette image qui se forme à l'intérieur. Un jour de beau soleil, vous vous enfermez dans une pièce obscure et après avoir pratiqué une toute petite ouverture dans le volet, vous voyez alors, comme par magie, le paysage extérieur se projeter sur le mur opposé. L'image est là, inversée, le haut est en bas et ce qui est à droite est à gauche, mais tout est là, peint sur le mur avec les couleurs naturelles et le modelé naturel. Il ne reste qu'à l'enregistrer. On peut éventuellement la décalquer manuellement. On pense que certains artistes, comme Canaletto ou Vermeer, ont utilisé ces dispositifs de chambre noire pour relever des perspectives ou des silhouettes qui leur servaient ensuite de poncifs, d'esquisses, pour peindre leurs toiles. Et ces dispositifs étaient décrits depuis plusieurs siècles dans des traités ou des encyclopédies. Ainsi, au XVIe siècle, le physicien Jean-Baptiste Porta indique la manière de percevoir dans les ténèbres les choses qui, au dehors, sont éclairées par le soleil et avec leurs couleurs. Et il complète en précisant que quelqu'un qui ignore l'art du peintre pourra dessiner, à l'aide d'un crayon ou d'une plume, l'image de n'importe quel objet. Au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, divers modèles de caméra obscura sont présentés dans les ouvrages scientifiques. Nicéphore Niepce s'inscrit dans une lignée d'expérimentateurs en Europe qui ont relevé le défi d'enregistrer l'image de la nature dans la caméra obscura. Il y parvient, l'image est là, mais peu discernable. Elle a demandé des temps de pause bien trop longs, plus d'une journée. Mais qu'importe, ce que l'on appelle aujourd'hui, dans le jargon technique, la preuve de concept, la démonstration est faite. Reste à améliorer le procédé. La substance qu'il met en œuvre, le bitume de Judée, est trop peu sensible à la lumière. Il existe en revanche un composé beaucoup plus sensible, bien connu, c'est la lune cornée. La lune cornée, c'est le nom donné à l'époque au chlorure d'argent. Ce chlorure d'argent, comme d'autres sels d'argent, l'iodure d'argent, le bromure d'argent, a la propriété de s'assombrir lorsqu'il est exposé au soleil. Ces sels sont capables d'enregistrer une image, mais les valeurs sont alors inversées. Les zones les plus claires d'un sujet, comme les ciels par exemple, ou le visage, deviennent les plus sombres sur l'image obtenue.
Cette inversion des valeurs lumineuses embarrasse les premiers expérimentateurs. Nicéphore Niepce le rapporte dans une correspondance à son frère en 1816. Il nous dit « Le fond du tableau est noir et les objets sont blancs, c'est-à-dire plus clairs que le fond ». Et tous les expérimentateurs de l'époque ont été confrontés à cette difficulté. En 1833, Hercule Florence, qui poursuit des expériences similaires, arrive aux mêmes conclusions. Il nous dit avec une pointe d'optimiste « Ce qui devait être obscur était clair, et ce qui devait être clair était obscur, mais qu'importe, on verra bientôt le remède à cela. » Malgré toutes les tentatives avec des composés fluorescents ou des matériaux organiques, il faudra s'y résigner. On sera contraint d'utiliser les sels d'argent pour photographier la nature avec une caméra obscura. Mais les valeurs de l'image seront inversées. Car seuls les sels d'argent vont permettre ce que l'on désignait alors par la promptitude ou la célérité, c'est-à-dire la possibilité de prendre une photographie dans un temps relativement bref. Au début, ce sera quelques dizaines de minutes, puis quelques secondes et enfin une fraction de seconde. Cette image étrange, inhabituelle, aux tonalités lumineuses inversées, produite par la lumière sur les sels d'argent, fut d'abord considérée comme un handicap et un frein à l'introduction de la photographie. Talbot la désigne par image inversée. Cependant, le terme inverse peut recouvrir diverses significations, l'inversion des valeurs ou l'inversion des positions, comme c'est aussi le cas sur un négatif. La droite est à gauche et la gauche est à droite. Donc pour lever ces ambiguïtés, John Herschel introduit les termes positif et négatif. Les sels d'argent ont donc servi la photographie pendant plus de 180 ans en capturant dans l'appareil photographique une image, et le plus souvent une image négative. Aujourd'hui, nous disposons d'une alternative au sel d'argent. C'est le capteur électronique qui a pris le relais de la pellicule argentique. Et c'est certainement pour cette raison que l'on englobe les techniques photographiques anciennes sous le vocable de photographie argentique, en opposition à la photographie numérique. Et ne nous méprenons pas sur la signification du terme argentique. Il correspond à une période de l'histoire de la photographie où les sels d'argent ont été utilisés pour la prise de vue, mais pas nécessairement pour produire un tirage sur papier. De nombreuses photographies historiques ne contiennent pas la moindre quantité d'argent. Les sels sensibles à la lumière qui ont été mis en œuvre pour produire cette image peuvent être des sels de fer, des sels de chrome ou des sels d'or. Et citons les platinotypes, les palladiotypes, les cyanotypes, les procédés au charbon et autres procédés pigmentaires. Non, j'insiste, l'argent était uniquement indispensable pour la prise de vue, c'est-à-dire la photographie à l'aide d'une chambre noire ou d'un appareil photographique. Une fois le cliché réalisé, il pouvait servir pour toutes sortes de procédés d'obtention d'une épreuve sur papier, car la rapidité d'impression, la célérité alors, n'est pas indispensable. Voyons maintenant quelques techniques photographiques majeures au XIXe siècle et la généalogie des principaux procédés photographiques. En premier lieu, le daguerréotype. La photographie a été introduite en France avec un événement très médiatique. L'achat par la France de l'invention de daguerre contre une rente viagère aux inventeurs. L'affaire avait été rondement menée par François Arago, secrétaire de l'Académie des sciences, personnalité scientifique et politique respectée de l'époque. Quand Daguerre lui présente son invention en 1838, il en perçoit immédiatement le potentiel, pas uniquement pour documenter le monde, cartographier les planètes à l'aide d'images précises, mais comme un outil d'investigation scientifique pour des travaux plus fondamentaux, en particulier sur la lumière. Ce qui emporte l'adhésion de tous les témoins de ce procédé, c'est la qualité de l'image, sa grande précision qui permettent de découvrir les moindres détails, au besoin avec une loupe. On pouvait même compter, chose extraordinaire sur cette petite image, les pavés dans la rue. En août 1839, François Arago fait l'annonce officielle à l'Académie des sciences. La nouvelle se répand dans toute l'Europe, suscitant un formidable enthousiasme. Quelques heures après les boutiques des opticiens étaient assiégées, il n'y avait pas assez de chambres obscures pour satisfaire le zèle de tant d'amateurs empressés. Nous révèle un témoin de l'époque.
Comment Daguerre est-il parvenu à un tel résultat? On l'ignore. Ses archives ont brûlé avec son établissement de diorama à Paris. Il a évidemment bénéficié des travaux de Niepce avec lesquels il s'était associé. Mais à partir de 1839, sa gloire était assurée avec ce procédé, et bien sûr, elle a fait un peu d'ombre à la mémoire de Niepce et également à tous les autres inventeurs de procédés photographiques. En premier lieu, l'anglais Fox Talbot, ou même Hippolyte Bayard. Les matériaux et la connaissance étaient là. C'était au premier qui allait mettre au point un procédé, et celui de Daguerre était le plus performant et répondait aux aspirations d'une époque tournée vers le progrès, la science et l'industrialisation. La préparation d'un daguerréotype est une opération simple dans son principe, mais dont la mise en œuvre demandait de la minutie. Il y a eu beaucoup d'insuccès à l'origine, mais la technique fut rapidement acquise. Le support du daguerréotype est une plaque de cuivre argenté qui doit être parfaitement polie. Le secret de la réussite, c'est la qualité de la préparation et du polissage de la plaque. Ce polissage est réalisé avec des matières abrasives, jusqu'à obtenir une plaque sans aucune rayure, sans aucune trace d'abrasion visible. On a alors en main une sorte de miroir parfait qu'il faut rendre sensible à la lumière. Dans ce but, on va l'exposer à des vapeurs émises par des cristaux d'iode. L'iode est un composé solide qui a la propriété de se sublimer, c'est-à-dire qu'il passe directement de l'état solide à l'état vapeur dans des conditions ambiantes, et ces vapeurs d'iode vont réagir avec la surface de la plaque. La courge d'argent va se combiner avec l'iode pour former de l'iodure d'argent. Ces opérations sont réalisées à la lumière d'une bougie ou d'une lumière rouge, car l'iodure d'argent est très sensible à la lumière bleue et aux rayons ultraviolets. La plaque, ainsi sensibilisée, est alors placée dans l'appareil photographique et on peut prendre une photo avec des temps de pause qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes, car l'iodure d'argent est assez peu sensible et les objectifs des premières chambres photographiques n'ont pas une grande luminosité. Au sortir de l'appareil, aucune image n'est visible sur la plaque. Pour la faire apparaître, on expose cette plaque à des vapeurs de mercure. Ces vapeurs de mercure vont réagir aux endroits touchés par la lumière. Il va se former des microparticules d'aspect blanc constituées d'amalgame mercure-argent. Et une fois la plaque développée, on va ensuite dissoudre les sels sensibles résiduels d'iodure d'argent qui sont sur la plaque en la trempant dans un bain de fixateur. On obtient ainsi une image finale. Elle est à la fois négative ou positive, tout dépend de l'angle selon lequel on l'observe. C'est une image unique et si on veut un deuxième daguerréotype, il faut refaire une prise de vue du sujet ou alors photographier le daguerréotype obtenu. Et cette image est extraordinaire de précision, de richesse dans les détails, mais elle est aussi extrêmement fragile. Arago la compare à une aile de papillon. Il fut donc impératif de la protéger par un verre qui assurait également une protection contre les polluants. Les atmosphères urbaines au XIXe étaient riches en composés soufrés, sulfurés qui altèrent rapidement un objet en argent en produisant un voile sombre. Pour consolider cette image qui est extrêmement fragile et s'efface au moindre frottement, le physicien Hippolyte Fizeau introduit en 1840 le traitement avec une solution de chlorure d'or. Il l'appelle le fixage à l'or. Non seulement l'image devient plus résistante à l'abrasion, mais les contrastes sont simultanément accrus et la tonalité de l'image est plus chaude. Les premières chambres daguerriennes étaient adaptées à la photographie de paysage. La petite ouverture de l'objectif et la faible sensibilité des plaques n'autorisaient pas le portrait, ou alors le résultat n'était pas très heureux. Une exposition de 10 à 15 minutes en plein soleil ne permet pas de produire des attitudes gracieuses, et les témoins de l'époque nous confient: on s'asseyait avec cet air agréable que prend toute personne ayant la conscience de poser pour son portrait, et l'opérateur vous apportait l'image d'un martyr ou d'un supplicié. Toutefois, dès 1841, on améliore la sensibilité de la plaque à la lumière
en ajoutant des vapeurs de brome à l'iode. Les durées d'exposition sont réduites à quelques secondes, voire moins d'une seconde, et c'est le début de l'industrie du portrait. Ce marché va essentiellement toucher les classes aisées, il suffit de regarder les images qui nous sont parvenues pour s'en convaincre. Un daguerreotype était très onéreux. 1 mois de salaire d'une employée de maison. Alphonse Davanne estimait en 1889 que presque tous les daguerreotypes originaux avaient disparu. Il est vrai que beaucoup d'images avaient été détruites faute d'attention ou d'intérêt. Cependant, on en redécouvre un grand nombre, parfois en excellent état, mais qui n'en demeurent pas moins des exemplaires uniques et fragiles qu'il faut éviter d'ouvrir ou de manipuler, car la plaque serait alors irrémédiablement endommagée. Les daguerreotypes se ternissent peu à peu car ces polluants externes finissent par pénétrer à l'intérieur du montage qui, avec le temps, a perdu un peu de son herméticité. De nombreux daguerréotypes présentent des ternissures sur le pourtour de l'image. Ceci n'est pas un inconvénient lorsque cette ternissure est limitée à la périphérie. De nombreux traitements de restauration pour éliminer ces couches de ternissure ont été proposés par le passé. Malheureusement, ils se révèlent à court terme ou à long terme catastrophiques et induisent des dommages irréversibles. Donc l'approche actuelle en matière de conservation consiste à stabiliser au mieux l'objet afin de ralentir les processus d'altération et de conserver ainsi son intégrité au daguerréotype. Ces daguerreotypes étaient et doivent être protégés par un montage hermétique qui les isole de l'environnement et des abrasions. Et qu'en est-il de la couleur dans tout ça ? Eh bien, entre 1839 et les années 1850, le daguerreotype se popularise et l'industrie du portrait va de plus belle. Mais ces images, aussi précises soient-elles, ne rendent pas compte de la palette des couleurs. La plaque daguerrienne est sensible à la lumière bleue ou ultraviolette, mais elle reste aveugle à une partie du spectre coloré. Alors, on note parfois des ciels colorés en bleu sur les daguerréotypes, mais ce phénomène, appelé solarisation, est dû à une surexposition fréquente pour les ciels. Il résulte de la formation de particules à la surface de la plaque dont la taille et la morphologie induisent un phénomène de diffusion à la lumière qui aboutit à une teinte bleue. Mais cette concordance des couleurs est tout à fait fortuite. Un objet blanc peut également produire ces teintes bleues, et c'est souvent le cas pour des portraits où des vêtements blancs ont une belle coloration bleu ardoisée. Pour François Arago, ce problème sera résolu le jour où on aura découvert une seule et même substance que les rayons rouges coloreront en rouge, les rayons bleus en bleu, etc. Cette substance caméléon, on pense avoir identifié, c'est le chlorure d'argent. Avec le chlorure d'argent, Edmond Becquerel réussit à produire des photographies en couleur sur des plaques argentées en 1848. Malheureusement, il n'arrive pas à les fixer, les couleurs s'effacent à la lumière et les temps de pause sont de plusieurs heures. On a donc ajouté manuellement de la couleur au daguerréotype, en particulier sur les portraits, où les bijoux étaient rehaussés d'une pointe de dorure, les joues d'une pointe de couleur rose et les fonds en bleu. Parfois, le photographe va entreprendre une véritable œuvre picturale, au résultat pas toujours du meilleur goût. Et il utilisait pour ça des pigments mélangés à de la gomme arabique, appliqués très délicatement au pinceau à la surface du daguerréotype. Ce commerce du daguerréotype en France va prospérer jusqu'au milieu des années 1850 pour être alors supplanté par les procédés négatifs-positifs plus performants. En revanche, en Amérique du Nord, son usage va perdurer pour produire des portraits jusque dans les années 1870. Il reste un procédé mythique et unique dans l'histoire de la photographie, un procédé utilisant des vapeurs d'iode, de brome et de mercure dont les détails de l'invention restent un mystère. L'annonce du daguerréotype va stimuler la recherche et faire naître un certain nombre de revendications, dont celle légitime de Fox Talbot. En 1839, son procédé photographique sur papier ne permettait pas d'obtenir aisément des images dans la chambre noire. Mais au cours de l'année 1840, il réussit à produire en quelques secondes une image négative sur une feuille de papier.
Ces premiers négatifs, appelés calotypes, sont utilisés pour produire des images positives avec un procédé qu'il a mis au point des années auparavant. Le terme de papier salé est aujourd'hui adopté pour désigner ces images qu'il produisait, que certains dénommaient alors papier chloruré ou calotype positif. Contrairement au procédé à image unique de Daguerre, il est possible à partir d'un négatif sur papier de produire de multiples tirages. Fox Talbot crée une imprimerie photographique en publiant à partir de 1844 un ouvrage intitulé The Pencil of Nature, illustré avec des épreuves sur papier salé. La préparation d'un papier salé comportait 2 étapes. Le salage, opération donc qui a donné son nom au procédé, puis la sensibilisation. Une fois préparés, ces papiers ne se conservent pas, aussi est-il nécessaire de les fabriquer au fur et à mesure. La première étape consiste donc à plonger ces papiers et quelques minutes dans une solution de sel de cuisine. On retire la feuille, on la laisse égoutter, et après séchage, on la met à flotter dans une cuvette contenant une solution de nitrate d'argent dans de l'eau. Ce nitrate d'argent va pénétrer à l'intérieur du papier et réagir avec le sel de cuisine, le chlorure de sodium qui s'y trouve, pour former un précipité blanc à l'intérieur des fibres du papier. C'est du chlorure d'argent qui a la propriété de noircir à la lumière. Donc une fois sec, le papier est placé sous le négatif et l'ensemble est maintenu fermement derrière une vitre et exposé au soleil. Les parties protégées par les zones opaques du négatif ne noircissent que très lentement, tandis que celles qui sont exposées derrière des zones plus transparentes prennent rapidement une coloration sombre sous l'action des rayons lumineux. Et une fois que les contrastes sont jugés suffisants, on fixe l'image dans un bas de fixateur afin d'éviter qu'elle ne continue à noircir. Cette façon de produire des tirages positifs est appelée le noircissement direct, et elle fut mise en œuvre dans un grand nombre de techniques photographiques de tirage au XIXe siècle. Les photographies ainsi obtenues présentent des tonalités chaudes, des couleurs briques, des couleurs brunes, chocolat, sépia, qui sont très spécifiques au procédé de cette époque. Elle n'est pas due à la présence d'un pigment coloré, mais elle résulte de la présence de nanoparticules d'argent dont la taille et la distribution des tailles va influer sur le rendu final, sur la teinte. La texture du papier confère un rendu diffus à l'image avec des modelés relativement doux et lui donne un aspect mat. Un point important à souligner, c'est le format du négatif. En effet, c'est ce format du négatif qui va déterminer celui de tirage. Si l'on veut une grande photographie, il faut réaliser un grand négatif. En 1850, Louis-Désiré Blancard-Évrard propose de déposer au préalable, à la surface de la feuille de papier, une couche d'albumine. L'image photographique se formera non plus dans les fibres du papier, mais à l'intérieur de cette couche d'albumine et gagnera en détail et en contraste. Contraste qui sera renforcé par l'aspect satiné de la couche d'albumine. On ajoute du blanc d'œuf dans le premier bain de salage.
Le papier albuminé est rapidement adopté par les photographes et est utilisé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce succès s'explique par ses qualités intrinsèques, une grande finesse de l'image, une richesse des détails, une profondeur des tons qui permettent de tirer au mieux parti des nouvelles générations de négatifs. En effet, à la même époque, le négatif sur papier est remplacé par le négatif sur plaque de verre. Négatif sur plaque de verre à l'albumine ou négatif sur plaque de verre au collodion, mais j'y reviendrai dans un instant. André Adolphe Disdéry réalise à partir de 1854, sur une même plaque négative, 6 à 8 prises de portraits, qui sont alors tirées sur du papier albuminé. Découpés et contrecollés sur carton, ces portraits de petite taille, environ 6 par 10 cm, dits portraits carte de visite, seront très populaires. Ils permettront aux particuliers de constituer non seulement des albums de famille, mais aussi d'acquérir les portraits de célébrités contemporaines, religieuses, militaires, politiques, du monde du spectacle, etc. À la fin des années 1850, à l'instar de Napoléon III, qui se fait portraiturer par Disdéry, le tout Paris se presse dans les ateliers de photographes portraitistes attachés à la production de masse, comme Petit, Meyer et Pearson. Toutefois, à côté de ces activités purement commerciales, une poignée de photographes comme Édouard Baldus, Gustave Legray, Le Sec, Mestral approchent ce médium d'une façon différente et jettent les bases d'une nouvelle expression artistique. Le papier albuminé a régné de 1850 à 1885 en situation dominante et les opérateurs ont su en exploiter toutes les ressources pour livrer des photographies d'une grande qualité. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit très présent dans les collections privées, dans les fonds d'archives et de bibliothèques. Les tirages sur papier albuminé sont réalisés sur des papiers extrêmement fins, qui ont tendance à s'enrouler. Ils étaient donc contrecollés sur des supports cartonnés. Avec le temps et l'humidité, ces supports cartonnés se sont fragilisés et la couche d'albumine a tendance à jaunir. Les parties les plus claires de l'image, les ciels, acquièrent une teinte jaune, tandis que les parties les plus sombres se décolorent, l'image s'estompe peu à peu. Arrêtons-nous un instant sur la prise de vue. Pendant une décennie, entre 1840 et 1850, on se servait donc de papier pour faire des négatifs. C'est le procédé calotype de Fox-Talbot. Et de ces négatifs sur papier, on produisait des positifs, des tirages sur papier. Toutefois, la feuille de papier qui constitue le support du négatif génère une texture due aux fibres du papier qui va perturber la netteté de l'image finale. Vers la fin des années 1840, on cherche à substituer une plaque de verre au support papier. Le verre a beaucoup d'avantages. Il est bien plan, il est rigide, il est extrêmement transparent. Il présente cependant un inconvénient majeur. Alors qu'une feuille de papier peut être imbibée de solutions chimiques et maintenir dans ses fibres des sels sensibles, pour le verre, il faut trouver un moyen d'attacher les sels d'argent sur la plaque. L'albumine est brièvement expérimentée, mais après 1850, on préférera le collodion.
Ainsi, le procédé dit au collodion humide est introduit et il va être en usage pendant une trentaine d'années et servir à produire de superbes négatifs, parfois de très grand format. Qu'est-ce que le collodion? Eh bien, c'est un genre de vernis. Il est obtenu en dissolvant du nitrate de cellulose dans un mélange d'éther et d'alcool. Ce vernis, qui va adhérer à la plaque de verre, peut absorber des solutions chimiques et contenir les sels sensibles à la lumière. On couvre donc d'abord la plaque d'une couche de vernis collodion, que l'on imprègne ensuite de sel d'argent sensible à la lumière en trempant la plaque dans des solutions chimiques. Il y a cependant une contrainte majeure. Il faut impérativement préparer, exposer et développer la plaque dans les minutes qui suivent sa préparation, tant que le vernis n'est pas sec, tant qu'il est humide. Une fois sec, il devient imperméable aux solutions de développement, d'où le nom du procédé collodion humide. Et cet inconvénient était mineur pour le photographe en studio, mais un vrai problème pour la photographie en extérieur. Les photographes sont alors contraints de transporter leur laboratoire sur les lieux de la prise de vue. L'historien Joseph Maria Eder relate que pour photographier le sommet du Mont Blanc, en 1861, les frères Bisson, une famille de photographes parisiens, partent accompagnés de 25 porteurs et guides. La charge de matériel à transporter pour produire un négatif est de 250 kg. Le négatif papier sera donc toujours utilisé pour certaines expéditions, par exemple pour la mission héliographique, au début des années 1850, où les édifices furent souvent photographiés avec des négatifs sur papier plutôt que verre, plaques de verre qui étaient trop lourdes et trop fragiles. L'usage du collodion humide sur verre s'étend sur plus de 30 ans, entre 1850 et 1880, et certains photographes en perpétuent l'usage jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les temps de pause restent de l'ordre de la seconde. On ne peut pas photographier des scènes mouvementées. La photographie d'une rivière ou d'une cascade se traduit par de longs rubans clairs uniformes. C'est alors à l'orée du XXe siècle qu'apparaît une innovation majeure dans l'histoire de la technique photographique. Une innovation qui va révolutionner l'usage de la photographie et aura sans doute le même impact que le développement de la photographie numérique 100 ans plus tard. Cette innovation, elle revêt une apparente simplicité. Le vernis au collodion est remplacé par une couche de gélatine. Ce procédé sera dénommé procédé au gélatino-bromure d'argent. Une couche de gélatine qui renferme des sels de bromure d'argent sera déposée sur la plaque de verre. Et quoi de plus banal que de la gélatine? Cette gélatine va permettre cependant des avancées extraordinaires. Alors qu'une plaque de verre au collodion doit être exposée et traitée dans les minutes qui suivent sa préparation, tant qu'elle est humide, la plaque de verre au gélatino-bromure d'argent peut s'utiliser sèche et peut se conserver des mois avant son utilisation ou son développement. Aussi la dénomme-t-on parfois la plaque sèche à la gélatine. Il est donc possible de fabriquer industriellement des plaques photographiques, de les stocker, de les distribuer dans le monde entier, sans que leurs caractéristiques ne se modifient. Et les années 1880 vont marquer la naissance d'une industrie photographique qui sera prospère pendant une centaine d'années. Les sociétés Lumière en France, Agfa en Allemagne, Eastman Kodak aux États-Unis ou Ilford en Angleterre se développent rapidement. La photographie sort du milieu des professionnels et des amateurs éclairés pour toucher le grand public. L'usage de la gélatine apporte des améliorations extraordinaires pour l'époque. Il est possible d'accroître considérablement la sensibilité à la lumière et de réduire à une fraction de seconde, 1/30 puis 1/100 de seconde, les temps d'exposition. La photographie dite instantanée est maintenant possible. On peut saisir des scènes animées de la vie quotidienne. De surcroît, il devient possible de rendre ces plaques sensibles à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au jaune, au vert et même au rouge. C'est ce même procédé qui est utilisé aujourd'hui pour les pellicules noir et blanc. Le support en verre fut graduellement remplacé dans les années 1920-1930 par des supports en matière plastique qui aujourd'hui nous posent de sérieux problèmes de conservation parce qu'ils se dégradent. Et cela contraint parfois à conserver les films dans des chambres froides pour ralentir leur processus de dégradation.
Grâce au succès que connaît le procédé au gélatino-bromure d'argent, la photographie touche à un public nouveau d'amateurs et de professionnels qui a la possibilité de réaliser de façon simple et fiable des prises de vue. Mais de ces négatifs, il faut produire des positifs. Et dans les années 1880, les papiers photographiques prêts à l'emploi sont également mis au point par les industries naissantes de la photographie. Ils permettent de faire des tirages positifs en utilisant des plaques de verre négatifs au gélatino-bromure d'argent. Alors, ces premiers papiers qui sont commercialisés, et donc que les gens n'ont plus à préparer eux-mêmes, sont dénommés des papiers aristotypes, puis plus tard on les connaîtra sous le nom de papier citrate. Ce sont toujours des papiers à noircissement direct, comme les papiers salés ou les papiers albuminés. Ils sont constitués d'une couche de gélatine, parfois de collodion, sur un papier d'un type nouveau, qui a été introduit à l'occasion de ces innovations techniques. Afin d'obtenir une surface lisse et réfléchissante, la feuille de papier est enduite d'une couche de gélatine mélangée à un pigment blanc, du sulfate de barium. Un peu, si vous voulez, comme lorsque vous préparez un mur avant de le peindre, vous utilisez un enduit pour combler les aspérités et rendre la surface parfaitement lisse. C'est une innovation importante dans l'histoire des supports photographiques qui persiste aujourd'hui. Ces papiers dits papiers barités sont toujours appréciés par les artistes, les galeries et les collectionneurs. Ils permettent de produire des épreuves photographiques d'une blancheur, d'un brillant, d'une lissité jusqu'alors inégalée. Pour réaliser une épreuve positive, ce papier sensible est donc maintenu au contact du négatif à l'aide d'un châssis presse et exposé au soleil. Là encore, les images obtenues ont des tonalités brun chocolat, ces tons sépia qui caractérisent si souvent les photographies anciennes. Après la Première Guerre mondiale, le format des appareils photographiques et donc des plaques, puis des films utilisés dans les appareils sont devenus de plus en plus petits. On utilise même des bandes de films cinématographiques du 35 mm. Cette miniaturisation du négatif n'est pas adaptée au tirage par contact avec le papier aristotype, car les tirages photographiques obtenus alors sont trop petits, ils sont du même format que le négatif. On introduit alors des papiers photographiques dont la couche est similaire à celle des négatifs. Ce sont des papiers dits à développement. Leur support est toujours constitué de papier barité, papier couvert d'une couche de sulfate de barium, mais on les recouvre d'une couche de gélatine qui contient du bromure d'argent. Donc ce sont des papiers au gélatino-bromure d'argent. Et pour produire un tirage, on agrandit les négatifs en les projetant sur ces papiers. Après une exposition de quelques secondes, le papier va être plongé dans un révélateur qui va faire apparaître l'image. On a donc remplacé le noircissement direct par le développement. Une fois développée, la photographie est fixée dans un bain de fixateur, de liposulfite de sodium, puis lavée soigneusement afin d'éliminer les traces résiduelles de fixateur. La tonalité gris-neutre que confère le développement à ces images les distingue des colorations obtenues avec les procédés à noircissement direct. Elle est une caractéristique des procédés à développement. Ce sont ces papiers à développement qui véhiculeront les œuvres des plus grands photographes du XXe siècle. Le XIXe siècle a introduit le daguerréotype, le négatif papier et les épreuves sur papier salé, puis le négatif sur verre au collodion et les épreuves sur papier albuminé, et enfin le négatif sur verre au gélatino-bromure d'argent, les papiers aristotypes et les papiers au gélatino-bromure d'argent, qui perdurent aujourd'hui. Il reste un domaine à perfectionner, à mettre à la portée du grand public. C'est celui de la photographie couleur, et ce sera l'aventure du XXe siècle. L'empirisme et l'économie des approches scientifiques qui ont préludé à la mise au point de la photographie en noir et blanc ne pouvaient pas connaître le même succès pour la photographie en couleur. Il convenait de s'appuyer aussi bien sur les progrès de la physique, de la chimie, que sur les lois de la physiologie.
Nous le verrons dans une prochaine présentation. Merci de votre attention.